Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal télévisé à la une ce jeudi. À la presqu'île de Tahiti, une population en hausse constante, bouchons et augmentation du coût du foncier en sont les premiers indicateurs. Pourtant, les prix restent moins élevés qu'en zone urbaine. Face à cette pression, les communes s'organisent. Maman addict à l'ice, faites-vous aider. C'est le message des soignants du CHPF qui avaient déjà tiré la sonnette d'alarme en avril. 2 bébés sont nés intoxiqués à cette drogue en une semaine. Une 20e édition des Tortues d'Or et un 17e titre pour la commune de Haroué. Les meilleurs trieurs du Fénois ont été récompensés en cette journée mondiale de l'environnement. Le palmarès dans cette édition. Plus de 200 collégiens de Tahiti réunis à Papara pour la finale du concours robotique et drone. Des technologies qui progressent à vive allure et qui suscitent aussi des vocations. Leur vocation à eux, c'est le surf, les disciplines équestres, le rugby ou encore le paintball. Nos athlètes s'illustrent à l'étranger et on prend du plaisir à suivre leurs performances. Oriano Tefo nous en parle à la fin de ce journal dans Terra Sport. Les habitants de la presqu'île de Tahiti l'ont sûrement constaté, la population ne cesse d'augmenter. Un phénomène visible à la fois dans le trafic routier et sur les prix de l'immobilier, des prix encore inférieurs à ceux de la zone urbaine, ce qui renforce l'attractivité du secteur. Sur place, comment s'adapte-t-on à cette pression démographique? Élément de réponse avec Davidson Bennett. Selon l'INSEE, certaines communes comme Haiti enregistrent une augmentation démographique comprise entre 5 et 10%. L'évolution démographique est particulièrement marquée à Tayarapu Est, plus 7,1%, et à Haiti, plus 10,5%. Une progression qui suscite des réactions. Et franchement, là, ouais, tous les matins, on voit qu'on va au travail, il y a beaucoup de voitures, hein, ça fait carrément la circulation, tout le tour du travail. Et non, ça a changé un peu par rapport à avant. Hein. Donc, ouais, il y a beaucoup de monde maintenant ici. Et, ouais, c'est bien aussi, hein, c'est bien pour l'économie de travail, hein, ça avance, quoi. Hein. Nombre de voitures, ça fait que d'augmenter, quoi. Et la population, quoi. On voit la circulation tous les matins et même l'après-midi, quoi. Ouais, franchement, ouais, c'est bien ouais, que ça se développe. Après, nous, on aime bien aussi garder un peu notre spot un peu sauvage ici. Quoi. On n'a pas aussi envie que ça devienne comme propriété. Hein. Mais sinon, c'est sûr, ça fait plaisir ouais, pour le commerce d'ici, pour l'économie de la presqu'île. Ouais, non, en fait, on vrai pour, mais voilà, pas aussi trop. Hein. L'offre des terrains est plus vaste et abordable à la presqu'île. La commune enregistre une moyenne de 250 demandes de construction par an. Effectivement, cette démographie qui a évolué a une incidence sur certains services qui sont rendus par la commune. En particulier, bon, au niveau du vote, il y a eu deux bureaux supplémentaires, un sur Haiti et un autre bureau sur Faron. Au niveau de l'état civil, c'est plus de 4000 actes par an qui sont délivrés. Et sinon, au niveau des permis de construire, là aussi, on est passé entre 2023 et 2024 à une moyenne de plus de 250 actes qui sont déposés et délivrés aux alentours de 230 actes qui sont délivrés. Dans ce contexte, les autorités municipales sont confrontées à la nécessité d'adapter leurs moyens et infrastructures à cette croissance soutenue. Le trafic routier est dense et continu, signe du développement rapide de la commune qui attire de plus en plus d'habitants. Dans l'idée, dans le futur, c'est de créer effectivement un pôle de convergence dans la section de Haiti Travaux au niveau de Tayarapu Est. Et au niveau du pays, un schéma d'agglomération du Sud a été monté pour voir un peu, d'abord recenser les besoins en développement et voir de quelle manière répondre comme il faut, de manière concertée et constructive et de manière résiliente aussi, comment développer la presqu'île et tout le secteur du Sud, et en particulier le secteur de Haiti Travaux. La communauté des communes Teriheamanu devrait également jouer un rôle clé pour accompagner cette croissance et en atténuer les impacts. Tayarapu Est commence à devenir le futur pôle de convergence majeur de la presqu'île.
Nous vous en parlions hier nous vous en parlions dans nos précédentes éditions. La première élection des représentants des agents contractuels à la commission consultative paritaire s'est tenue hier. Les résultats sont tombés. En tête, Atia et moi et la COSAC qui obtiennent chacun 2 sièges. La frappe décroche un siège avec 18% des suffrages. En une semaine, 2 nourrissons nés déjà drogués à l'ice. C'est le constat glaçant du CHPF. Des bébés intoxiqués dans le ventre des mères accros au cristal meth. Un réseau pour la prise en charge se met en place, mais les soignants préviennent. Mères toxicomanes, faites-vous aider car les conséquences peuvent être lourdes. Sophie Guébel, Tohiti Tonia Moussan. À la maternité du CHPF, une vingtaine de mamans ont déclaré avoir consommé de l'ice durant leur grossesse depuis le début de l'année. Un chiffre bien loin de la réalité, car très peu de futures mamans osent confier cette information. Si certains bébés ne présentent pas de complications à la naissance, ce n'est pas le cas pour tous. En une semaine, l'hôpital a dû sauver 2 nouveau-nés intoxiqués à la méthamphétamine. Qui font toutes les complications, soit du prématuré, soit du bébé à terme, de façon plus intense. Il y a quelque chose qui s'appelle le retour à la circulation fœtale, c'est-à-dire qu'un enfant s'oxygène pas correctement. Il y a plein de circonstances qui peuvent faire que ça arrive, c'est quelque chose qu'on connaît et dont on a l'habitude, et c'est complètement exacerbé, enfin c'est beaucoup plus important quand l'enfant est tout juste sous l'emprise de l'ice, avec aussi une atteinte au niveau du cœur pendant quelques jours. 15 jours sont nécessaires au bébé pour se remettre de ces complications. Mais certains pourraient avoir des séquelles tout au long de leur vie. Des bébés nés sous ice, un drame de notre société. Et un fait nouveau pour les secteurs de la santé et du social qui doivent désormais s'adapter à la situation. On essaie aussi de réarranger nos pratiques et de s'informer de plus en plus sur ces stupéfiants qu'on n'avait pas l'habitude de gérer à l'époque. À l'époque, on avait souvent des consommatrices de PACA, mais pas d'ice. Mais de plus en plus, on voit ce phénomène. Et qui fait beaucoup de ravages parce que du coup, ces enfants qui ont des séquelles seront forcément suivis par d'autres institutions de santé ou du milieu social. Car une procédure se met automatiquement en place dès lors qu'un signalement est fait par le personnel de santé. Si dans un premier temps, le service social du CHPF accompagne les mamans sur le chemin de la guérison, la procédure peut aller jusqu'au retrait du bébé à ses parents. Faisant une évaluation sociale pour voir le comportement des parents, s'ils ont des gestes adaptés avec l'enfant, si la situation familiale peut permettre un retour à domicile et nous faisons des retours à la justice. Ensuite, c'est la justice qui décidera si nous, le service social, nous accompagnons l'enfant et les parents pour un retour à domicile, bien sûr encadré, ou si la situation des parents ne le permet pas, la justice peut décider un placement de l'enfant en pouponnière ou famille d'accueil. Un placement provisoire, le temps d'un retour à la normale. Si la majorité des mamans choisissent de se sortir de l'enfer de la drogue une fois leur bébé mis au monde, elles peuvent également se faire hospitaliser à leur demande durant leur grossesse. On lance un appel aux mamans qui sont sous l'emprise de l'ice. Nous ne sommes pas là pour juger et voir les choses négativement. On a véritablement besoin qu'elles viennent à nous pendant la grossesse et surtout avant d'accoucher, parce qu'une prise à ce moment-là, ça a vraiment des conséquences sur le bébé. Ça bouge côté transport insulaire. Le nouveau navire de la Société de navigation polynésienne a quitté le canal de Panama. Le Hawaii Nui 2, un cargo à destination des Raromat Ay, est sorti du chantier et a commencé son voyage vers la Polynésie. À son bord, 8 personnels navigants, dont 4 Tahitiens partis du Fénoua début avril. On écoute l'un d'eux, le second mécanicien, qui effectue son tout premier covoyage. Là, ça fait pratiquement une trentaine de jours qu'on est à bord. Là, on vient de sortir du canal de Panama, donc là, la hâte, c'est d'arriver sur le Fénois, de revoir une famille, de laisser les poings dans nos bras, et de manger un bon poisson cuit, un bon matiti, et de continuer notre travail dans les rares matins avec ce nouveau navire.
La bataille pour le ciel polynésien s'intensifie également. Air Moana confirme l'ouverture de 2 nouvelles lignes, Huahine et Fakarava. À partir de juillet, la compagnie proposera 4 vols hebdomadaires vers l'atoll des Tuamotu et jusqu'à 14 fréquences vers Huahine dès septembre. Une montée en puissance rendue possible grâce à l'arrivée d'un 3e appareil, 9 cette fois, prévu courant du mois de juin. La commune de Haroué, toujours exemplaire dans le tri des déchets et en première place sur le podium des 20e Tortues d'Or. En cette journée mondiale de l'environnement, les bons élèves ont été récompensés par FENUAMA. Mention notable à certaines îles éloignées pour leur implication. Le palmarès dans ce reportage de Laure Philibert et Herehau Teariki. Elle est presque indétrônable. Haroué remporte la 20e édition des Tortues d'Or. Un 17e titre pour la commune de la côte Est qui récolte plus de 70% des déchets recyclables jetés, le fruit d'un travail sans relâche. Avoir la Tortue d'Or, c'est pas chose facile parce qu'il faut continuer à maintenir le rythme. Chacun de nous avons notre pierre à apporter. Mes agents, nos responsables me disent, Tavana, il y en a encore qui sont pas toujours facile. Et je leur dis, accompagnez-nous. Sur le podium, aux côtés de Haroué, Punaouia et Paea qui progressent toutes les deux. En bas de classement, parmi les communes adhérentes au syndicat FENUAMA, Hitiaotera, Papeete et Papara qui récupèrent 2 à 4 fois moins de matériaux recyclables que les plus rigoureux. Moins équipées, les îles éloignées s'impliquent tout autant que les communes de Tahiti. Elles sont 10 affiliées au syndicat. Rimatara, Fakarava et Arutua sont récompensées pour la qualité de leur tri. Ça motive bien sûr, c'est ça l'objectif, c'est sensibiliser encore la population pour avoir le Tortue d'Or. Quand je vois des boîtes, j'hésite pas de prendre des photos et de publier sur notre page de la commune pour dire aux personnes qu'il faut arrêter de faire ça. On a mis des moyens en place. La Polynésie trie ses déchets depuis 25 ans cette année. En 2024, plus de 10 000 tonnes ont terminé dans les bacs verts, des chiffres en hausse. Mais FENUAMA remarque une baisse globale du volume de poubelles des particuliers dans l'ensemble des communes, baisse que le syndicat relie à la situation économique. Même si globalement les populations sont impliquées dans le tri, la marge de progression reste importante. Les gens ont parfaitement compris que dans le bac vert, on mettait des déchets propres. La qualité de la propreté, c'est bien. Maintenant, c'est la quantité. On peut faire pas 2 fois mieux, mais on peut quand même bien progresser encore. Au-delà des communes, les entreprises, établissements scolaires, hôtels et manifestations publiques sont aussi encouragés. L'an prochain, année d'élections municipales, la cérémonie des Tortues d'Or devrait se maintenir lors de la Journée mondiale de l'environnement après le scrutin. Synonyme de sourire, mais aussi d'incertitude cette année. À quelques jours de l'échéance, les manèges attendent toujours un contrôleur agréé pour vérifier leur conformité. À Pirée et à Autumauro, les sites ont pu ouvrir malgré quelques attractions à l'arrêt. À Mamao, en revanche, l'inquiétude grandit chez les forains. Liura Bonic Meriteato. La fête foraine de Mamao pourrait-elle ne durer que 4 jours? Albert Porlier est inquiet. S'il n'a pas effectué les contrôles, ces manèges pourraient fermer quelques jours après leur ouverture. Après le 24 juin, on ne peut pas, on est obligé d'attendre, de refaire les contrôles. Et on attend l'agrégation du contrôleur qu'on a du territoire, qu'on attend du ministère de l'Intérieur de France. Ce que je demande, c'est que le Haut-Saharien nous donne l'autorisation de continuer au moins jusqu'au mois d'août, le temps que l'on donne l'agrégation aux contrôleurs polynésiens d'exercer. À Autumauro, les festivités ont démarré comme prévu vendredi dernier. En revanche, 5 manèges de catégorie 3 et 4 sont fermés. Ils ont jusqu'au 19 juin pour régulariser la situation sur le reste des machines. Si certains redoutent la date butoir, du côté de Pirée, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Nous, ça y est, on est ouvert depuis samedi soir. Tout se passe très bien. Suivant la législation, on a un manège de catégorie 1 qui reste fermé jusqu'à nouveau contrôle. Et pour l'instant, tout est ouvert normalement. Nous, on a jusqu'au 28 juin pour faire contrôler tous nos manèges. Et nous, c'est en cours. On est en train de travailler avec la métropole pour faire venir quelqu'un. Ça va se faire. Ça va se faire, il ne faut pas paniquer. Les fêtes foraines restent ouvertes. Stéphane Filippono se veut rassurant pour les amateurs de fêtes foraines. Quasiment toutes ces attractions fonctionnent. Les festivités se poursuivent à Pirée, où le premier feu d'artifice sera tiré demain soir.
Après les grands manèges, place aux petites machines, celle de la finale du concours de robotique et de drone des collèges à Papara. Ingéniosité, travail d'équipe et vocation en devenir. 200 élèves venus de 11 établissements de Tahiti ont participé. Thomas Chabrol était avec eux. Ses yeux sont en réalité des capteurs et ce corps, un robot minutieusement paramétré pour avancer, tourner ou encore atteindre une cible, comme dans cette épreuve de tir-ballon. Les élèves testent une toute dernière fois les machines avant l'épreuve du concours, une façon de faire appel à leurs connaissances en mathématiques. On fait un programme comme ça et ensuite si on voit qu'il y a un peu de défauts, on règle ces défauts. Je calcule les secondes et aussi les pourcentages de puissance quand il va tourner à gauche ou à droite. En classe de technologie, ces apprentis ingénieurs ont monté et préparé ces appareils autonomes. Pour l'épreuve sumo, la règle est simple. Le robot qui parvient à faire sortir son adversaire du cercle l'emporte. Pour viser la victoire, les élèves ont même conçu des équipements spéciaux. En fait, on s'est inspiré d'une pelleteuse pour pouvoir éjecter le robot en dehors du ring. D'abord, il y a une équipe qui s'est occupée pour du dessin, et je crois qu'on l'a modélisé. Après, on est parti sur une application et après, on a utilisé l'imprimante 3D de notre prof et du coup, après, il a imprimé. Ce concours de robotique est un premier pas dans le monde de l'innovation. Depuis un an, les collégiens ont planché sur la conception et la programmation grâce à des algorithmes. Et à chaque défi technique, un problème à résoudre. On met en place des hypothèses, on les teste, ça fonctionne, c'est bien, ça fonctionne pas, on recommence. Et dans le monde de la robotique, la technologie progresse très rapidement. Les robots apprennent de nos erreurs. Là, en ce moment, on est en train de travailler avec des caméras qui viennent vérifier des labyrinthes, par exemple, qui découvrent le labyrinthe et qui vont programmer seuls la sortie du labyrinthe. Ça, c'est le niveau au-dessus. Ces élèves, eux, doivent encore faire travailler leur méninge pour rectifier la trajectoire de leur robot. Des fois, ils se prenaient le mur. On se disait que c'était à cause d'un fil qui passait devant le capteur. Du coup, on l'a réglé. On a mis du scotch. Là, si ça marche, c'est bon. Des robots, des drones et d'autres technologies. L'objectif du concours est aussi de susciter des vocations parmi ces collégiens. Autour de ces stands, les élèves s'informent des filières disponibles au FENUA pour étudier les technologies industrielles et pourquoi pas s'orienter vers les métiers de l'innovation. Des remerciements adressés à la Marine nationale par Charline Piquant, championne olympique de planche à voile. L'équipage du Gardien avait secouru l'athlète et sa famille après le naufrage de leur voilier la semaine dernière aux Marquises. Une rencontre pleine de gratitude immortalisée en images. Et vous le savez, le jeudi, on prend des nouvelles de nos sportifs à l'étranger. Place à Terra Sport. Avec, on l'espère, le sourire et de bonnes nouvelles. Oriano Tefao est avec nous sur le plateau. Bonsoir. Alors, on commence avec du surf. La première étape des Challenger Series a débuté lundi dans la ville de Newcastle, en Australie. 3 surfeurs tahitiens étaient en lice. Et dans le tableau féminin, cet après-midi, Tia Zebrowski a passé avec brio sa série des 16e de finale. La surfeuse de 14 ans s'est offert un total de 17, avec notamment une note de 9 points. La jeune Tahitienne se qualifie donc pour les 8e. En revanche, moins de réussite pour Kiara Goldin, éliminée dès le premier tour. Et chez les messieurs, Kaoli Vast s'est qualifié pour les 16e de finale. Le champion olympique a assuré l'essentiel avec un total de 9 points à 14. Direction l'Hexagone maintenant. Le week-end dernier, nos jeunes cavaliers ont participé au championnat de France des disciplines collectives de l'équitation. Et c'était au parc fédéral Lamotte-Beuvron. Plus de 700 équipes venues de toute la France se sont affrontées dans différentes disciplines équestres comme le horseball ou le polo. Tahiti était représenté par 2 équipes dans la compétition de horseball, une chez les minimes âgés de 12 à 14 ans et l'autre chez les cadets de 14 à 16 ans. Chaque équipe était composée de 5 cavaliers. La difficulté pour nos athlètes était de louer des chevaux et de se familiariser avec eux. Un défi pour ces jeunes passionnés. Résultat, Tahiti a décroché une double médaille de bronze. Mention spéciale pour Timeo Miane, élu meilleur marqueur du championnat minime. Félicitations encore à nos jeunes cavaliers. On reste dans l'Hexagone où l'on retrouve un ailier tahitien, Manuhere Aveoru, un jeune qui n'a pas hésité à tout quitter pour vivre son rêve, le rugby de haut niveau.
À 17 ans, Manouéré Aveourou trace sa route. Originaire de Faha, il a quitté le Fénois seulement 16 ans pour tenter sa chance en métropole. D'abord passé par Colomiers, il a ensuite évolué avec les espoirs du CA Brive. Une saison pleine entre entraînement intensif, match et formation BP Jeps pour assurer ses arrières au cas où le rugby ne suffirait pas. Le Tahitien nous fait le bilan de son parcours et on l'écoute. Je suis arrivé en début juillet l'été dernier à Brive pour la prépa. On a commencé la prépa assez tôt. Très bonne prépa, je me suis vite intégré au groupe. Les 2 matchs amicaux qu'on suivi avant de commencer le championnat s'est bien passé. J'ai pu montrer de belles choses, ce qui m'a permis de matcher par la suite. J'enchaînais pas mal de matchs avant de rejoindre la sélection de Tahiti de rugby à 7 pendant le mois de novembre. Ensuite, dès que je suis rentré des Océanias, j'ai direct switché, j'ai bossé pour pouvoir matcher. Un peu compliqué pour nous, on finit 6e, milieu de tableau. La qualif, on n'a pas réussi à l'avoir parce que on avait une assez grosse poule avec Toulouse, Bordeaux, le Racing, Pau, tous les gros clubs de top 14, quoi, La Rochelle et tout. Donc c'était un peu compliqué pour la qualif, mais on a fait une assez bonne saison. Et issu d'une famille 100% rugby, il garde la tête sur les épaules et le cœur tourné vers le Fénois. Mais réussir quand on vient de Tahiti et viser le haut niveau, ça reste toujours un vrai défi. Alors il encourage les jeunes sportifs qui veulent suivre son exemple. On l'écoute. Ça serait plus un message pour tous les jeunes de Tahiti. Je sais que c'est compliqué pour quelqu'un de Tahiti de se lancer à l'étranger comme ça, de tout quitter pour une chose, mais faut y croire, faut pas douter de soi. Et puis au pire, si on réussit pas, en entrant à Tahiti, on apportera cette chose en plus pour le rugby polynésien afin de faire évoluer notre rugby, quoi. Pour finir, cap vers la Nouvelle-Zélande pour du paintball de haut niveau et un en revient, Ralph Tsing. Et oui, Ralph Tsing, le tireur tahitien toujours prêt à relever les défis dans le Pacifique. Ce week-end, il participait à la 2e manche du NZ Race Series avec les Expandables, une équipe composée de plusieurs joueurs du Pacifique. Et comment ça s'est passé pour Ralph? Eh bien, il a fait un carton après une phase de poule solide et une victoire en demi-finale. Les Expandables se sont imposés en finale face aux Titans. Score final 3-1. Ralph Tsing nous raconte son aventure. Il y avait 10 équipes inscrites pour cette manche. Donc, on avait 9 matchs de qualif. On a fait 6 victoires, 3 matchs nuls, ce qui nous a mis premier au classement général avec les Titans. Donc, on prend la finale, on gagne la finale. Et c'est la 2e finale qu'on gagne d'affilée. On a gagné la première manche. Là, on gagne la 2e manche. Il reste à sécuriser la 3e manche qui va se passer en octobre, le 25 et 26 octobre prochain. Voilà, félicitations encore à nos athlètes et on retrouve le performant la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Oui, effectivement, nos téléspectateurs vous retrouvent la semaine prochaine. Merci encore Oriano Tefao. Les temps forts de ce jeudi sur TNTV. Dans un instant, votre magazine Moana. Plus tard, la série Very English Scandal. Demain soir, retrouvez Laurence Françoise pour vos éditions d'information du week-end. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et une très belle fin de semaine. À bientôt. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.